Bonjour, moi c'est Kabibi Show de la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Show en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, viva l'été, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous. Oh Maman Kabibi, moi si Amayele, Maman Kabibi, Maman Yama Solo, Maman Kabibi, la chaîne est actuelle, Maman Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Maman Kabibi, nous recevons des conseils. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Yes, en chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux, connectés, branchés, actifs, présents sur ma chaîne. Merci à vous tous qui n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Comme vous savez ici, nous partageons des histoires réelles, des vécus, des expériences. Donc n'hésitez pas à me contacter sur le numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de la vidéo pour partager la vôtre. Ça sera avec plaisir qu'on va la partager pour qu'elle puisse aider une personne quelque part dans un coin du monde. Comme vous savez ici, on se commente dans le respect, on argumente et on donne des points de vue sur les histoires racontées ici. Merci à vous tous qui vous donnez à ce jeu, qui n'hésitez pas d'encourager toutes ces personnes qui se sont confiées à nous, qui nous ont partagé leur intimité. C'est le but de la chaîne. Aujourd'hui, comme vous savez, nous allons parler d'une histoire forte, une histoire qui nous vient de loin, une histoire qui nous vient de la Centrafrique. Enfin, nous allons parler de la Centrafrique. Cette histoire nous vient de Bangui. C'est l'histoire d'une grande dame. Une dame qui parle de sa vie, de son vécu, de ses hauts et ses bas, pour motiver et prouver à une personne que c'est encore possible, malgré tous les coups qu'on peut rencontrer dans la vie, la positivité qu'il faut avoir pour rester forte. Nous allons parler de Denise. Qui est-elle et pourquoi parle-t-on d'elle aujourd'hui? Denise est une jeune centrafricaine qui est née dans la ville de Karno. Elle est née d'une grande famille modeste, mais une famille qui avait des valeurs. La différence avec sa famille est que ils étaient 7 filles et 2 garçons chez eux. Donc ça veut dire sa maman était appelée la maman des filles. Dans le quartier, tout le monde parlait de ses filles parce qu'elles étaient plusieurs, elles étaient différentes. Alors, par peur, elle a voulu former ses filles. Elle a voulu que ses filles soient les meilleures parce qu'elles étaient critiquées, elles étaient pointées du doigt. Elle a voulu que ses filles soient les meilleures, donc elle leur a appris à prendre soin d'elles pour qu'elles se démarquent déjà dans le quartier. Elle leur a appris aussi à prendre soin des hommes parce qu'elle tenait à ce que toutes ses filles se marient pour que ça ne soit pas une honte pour elle qu'elle avait des filles qui traînent chez elle. Sa maman s'est vraiment donnée à ça. Denise dit que sa maman les a formées. Sa maman passait leur temps à leur raconter comment s'occuper d'un homme, de le traiter comme un bébé, comme un bonbon, d'en prendre soin, de lui témoigner l'amour, sur quelle forme, dans quel que soit le cas, il faut qu'ils sentent de l'amour. Dans la cuisine, dans le repas, il faut qu'ils sentent de l'amour. Dans la conversation, dans l'attention, dans le lit, partout, il faut qu'ils se sentent aimés pour qu'ils te gardent. Parce qu'elle disait que elle, malgré ses 7 filles, son mari lui était fidèle. Il n'était pas à la recherche des garçons à l'extérieur. Donc c'était ça, sa force. Elle a été entraînée comme ça. Et Denise dit, son souhait personnel, c'était de devenir mannequin. Si pas mannequin, journaliste, passer à la télé. Elle voulait avoir un travail populaire.
Elle voulait être vue, elle voulait être connue, elle voulait être grande. Elle voulait rencontrer du monde. En fait, elle voulait s'affirmer. Mais seulement elle dit que sa taille lui faisait défaut. Elle avait un complexe par rapport à sa petite taille. Malgré ça, en grandissant, elle a rencontré l'amour. Quand elle avait l'âge de 17 ans, elle a rencontré son premier copain, avec qui elle a eu une expérience, après un deuxième, après un troisième. Quand elle a eu son baccalauréat, elle a donc décidé de faire la formation de secrétaire de direction. Elle a décidé de le faire parce qu'elle estimait que c'était un travail qui allait lui permettre de travailler dans un bureau où elle pourrait rencontrer du monde. Elle pouvait discuter, elle pourra passer sa journée à discuter avec de différentes personnes et que ces personnes-là allaient la regarder. Pourquoi elle tenait à ce qu'on la regarde? Parce que c'était une fille soignée. C'était une fille qui passait son temps à s'embellir. Elle disait, elle trouvait que c'était pas très malin d'être aussi soignée, belle et propre et de faire un travail pour lequel tu dois t'habiller en uniforme. En fait, toute la beauté, tout ce que tu as fait le matin passe inaperçu parce qu'on ne te remarque pas. Elle voulait être remarquée, donc il lui fallait un travail où elle serait exposée. Et elle tenait à ce que les gens qui allaient venir au boulot lui parlent et se rendent compte qu'elle était une belle fille, soignée. Donc c'était ça son objectif. Elle a eu son baccalauréat, elle est allée à l'Institut supérieur pour faire ses études de secrétaire de direction. Quand elle a commencé, elle n'a pas tardé à rencontrer l'amour. Elle a rencontré un jeune homme qui s'appelait Moïse. Lui qui était en deuxième année universitaire. Il faisait des études de droit. Il était très sympathique, il lui convenait. Elle n'a pas vu d'inconvénient à se mettre avec lui. Ils ont commencé à se fréquenter, ça veut dire à cet âge-là, on appelle ça le fiançailles. C'est devenu son fiancé. Moïse était très optimiste, il y croyait ferme, même si il avait prévenu que dans sa famille, s'il obtenait ce diplôme de droit, il allait être le premier à être universitaire dans sa famille. Elle n'avait pas fait l'accent sur ça, mais elle s'était dit que c'est parce qu'il avait beaucoup de volonté d'étudier. Il était assidu, il était sérieux, il prenait ses études au sérieux parce qu'il tenait à devenir un juriste. Donc, ils ont commencé leur relation qui s'est passée très bien. Et elle dit que c'est sur lui qu'elle a tout pratiqué. Tous les enseignements et les stratégies que sa mère lui avait apprises, elle les pratiquait sur Moïse. Moïse était fou amoureux d'elle. Il lui courait après, il était presque à sa merci. Et c'est là qu'elle a compris que ça marchait, que c'était comme ça qu'il fallait traiter un homme. Elle a donc évolué dans sa relation avec lui. Ils étaient très connus, vu qu'il était amoureux. Vous comprenez bien qu'il s'affichait, il s'est baladé partout au centre-ville. On les remarquait. Tous les jeunes, en tout cas, savaient qu'ils sortaient ensemble. Dans son quartier, comme dans le quartier de Moïse. Ils ont évolué comme ça pendant 3 ans. Elle a fini ses études. Et à cette période-là, lui aussi, il devait finir. Il faisait son stage. Donc, quand elle a fini, avant de trouver un emploi, ils attendaient que lui, il termine officiellement pour qu'ils fêtent ensemble et seulement après, ils allaient décider s'ils allaient travailler à Carnot même ou ils allaient aller dans une autre plus grande ville pour s'émanciper, faire autre chose, quitter un peu les familles, se marier, commencer leur vie de jeunes et d'amoureux. Donc, à sa grosse surprise, lui devait finir 2 mois après. Il a distingué, ils ont fait la fête comme prévu. Au lendemain de la fête, il a été sollicité pour travailler comme conseiller juridique d'une société. Il lui a dit qu'il pensait que c'était peut-être plus prudent qu'il travaille un peu à Carnot avant qu'il déménage. Comme ça, ils auraient assez d'argent pour aller aménager dans la nouvelle ville qu'ils allaient choisir à 2 et commencer leur vie. Il lui a donc dit à elle aussi de travailler. Donc, les 2 ont décidé de trouver du boulot à Carnot. Moïse lui dit que dans sa famille, que ce n'était pas tout le monde qui était content de son diplôme. Elle est surprise, elle lui demande pourquoi. Il lui dit parce que, en fait, tu sais, je suis le seul diplômé universitaire de ma famille. Elle dit, oui, ça je le sais, tu m'avais prévenu que tu étais le seul motivé. Il dit, non, ce n'est pas de la motivation. C'est que dans ma famille, il y a un totem, il y a un fétiche, il y a une parole prononcée qui dit que personne de cette génération-là, de cette famille-là, peut dépasser un certain niveau scolaire.
Personne ne peut être grand à un certain niveau. En fait, moi, j'ai réussi. Je les ai défiés. J'ai réussi. Tu vois, moi, je m'appelle Moïse. Et effectivement, je suis le Moïse de ma famille. Parce que j'ai sorti ma famille de cette condamnation, de cette parole maudite, de cette parole méchante qui les bloquait. Aujourd'hui, j'ai réussi. C'est quand il a fini qu'elle apprend ça. Elle est très surprise. Elle comprend qu'il vient d'une famille assez mystérieuse. Bon, s'il a réussi, ça veut dire que c'est bon. Ça importe peu pour elle, ils continuent leur vie amoureuse. Moïse travaille un mois, tout se passe bien, mais elle sent qu'il a une pression. Il lui dit, en fait, je ne pense pas qu'on va rester longtemps ici, que je vais juste faire 3 mois et on va déménager. À quoi tu penses? Elle lui dit, moi je pense et je préfère qu'on aille à Bangui, qu'on aille carrément dans la plus grande ville, comme ça on a plus de chances de s'en sortir, de trouver des bons boulots. Il dit, d'accord, bossons 3 mois et puis on va partir. Elle lui dit, mais je ne peux pas partir de chez mes parents comme ça. Il faut que tu viennes te présenter, il faut que tu me donnes, il faut quand même qu'ils sachent que c'est carrément officiel parce que ça fait 3 ans qu'ils te connaissent, mais il n'y a rien de concret. Il dit, il n'y a pas de souci, de toute façon je travaille, on organise la chose. Donc avec Moïse, il décide de venir voir ses parents, ils ont parlé verbalement. Donc les parents de Denise étaient au courant que Moïse avait les intentions de l'épouser. Moïse repart, 1 semaine après, il fait accident de taxi et il perd la vie. Il perd la vie brutalement, ça scandalise Denise. Elle ne s'y attendait pas. C'est un scandale dans la ville de Carnot. Elle est dans tous ses états, elle pleure, elle perd la tête, elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Un garçon avec qui elle a fait 3 ans, avec qui ils ont des projets de vie, qui a vu ses parents. C'est un peu honteux parce qu'il y a des jugements. Des jugements sur sa personne à elle. Il y a les on-dit. On commence à la qualifier d'une fille porte-malheur, d'une fille qui n'a pas de chance, d'une fille à qui un homme a promis le mariage, un homme avec qui elle a fait 3 ans, qui meurt dès qu'il commence à gagner de l'argent. C'est quoi cette fille? C'est comme ça que ça a été appréhendé déjà dans leur entourage. Elle a pris courage, elle a pleuré, elle a fait le deuil. Elle l'a accompagné jusqu'à sa dernière demeure avec sa famille, à lui qui la connaissait. C'était un coup dur pour elle et c'était un mauvais départ pour sa vie. Donc ses parents, après tout ça, l'ont encouragée de partir des Carnot, d'aller quand même à Bangui, toute seule pour se reconstruire. C'était tellement dur parce qu'elle aimait. Elle avait vécu avec lui 3 ans. Elle est quand même partie à Carnot, après une période de 9 mois, le temps d'avaler la pilule, d'être prête mentalement, à aller voir autre chose, de subir et de supporter tous les on-dit qui étaient racontés sur elle. Après avoir économisé 9 mois de salaire, elle se rend donc sur Bangui, où elle arrive en tant que femme libre, une fille qui est à la recherche de l'amour. Elle s'installe, elle commence à chercher du travail, elle a beaucoup de chance, elle tombe sur un cabinet d'un magistrat, pour qui elle va travailler comme secrétaire de direction. C'est elle qui prend tous les dossiers, c'est elle qui arrange tout en fait. C'était un bon boulot comme elle voulait. Elle a pris courage. Mais par contre, après ce coup-là, après le décès de Moïse, elle a eu peur. Elle s'est dit qu'elle devait prendre sa vie au sérieux et peut-être devenir chrétien. C'est peut-être vrai qu'elle est porte-malheur. Pourquoi ça lui arrive à elle? Qu'est-ce qu'elle a fait? Pourquoi elle? Pourquoi elle est tombée sur Moïse en fait? Donc quand elle arrive à Bangui, elle décide d'être chrétienne pratiquante. Elle commence à exercer sa foi. Ça veut dire qu'au départ, elle n'a pas de relation amoureuse. Parce qu'elle veut se concentrer, elle veut se donner une nouvelle chance, elle veut se donner un nouveau départ, elle veut être une fille bien, elle veut être sûre qu'elle n'est pas porte-malheur. Elle commence à travailler dans ce cabinet de magistrat pendant une période de 2 ans. Pendant ces temps-là, elle a eu le temps de connaître la ville, de s'intégrer, de se faire des amis, de se créer un petit réseau, jusqu'au jour où elle a fait la rencontre de Martin. Martin est un garçon qui est né dans la ville de Barbeti. Ça n'a rien à voir avec la ville de Carnot. C'est 2 peuples différents. Ils se rencontrent à Bangui, la capitale. Martin travaille pour le ministère de Plan. C'est un mathématicien. C'est quelqu'un qui a fait des études de mathématiques, mais qui a eu l'opportunité d'avoir ce boulot-là. Un garçon très intelligent. Un garçon dévoué dans son travail. Très, très sérieux.
Un garçon qui avait de l'éloquence, qui s'exprimait très bien. Un garçon qui avait des ambitions en fait, des ambitions politiques. Donc, elle tombe sur le charme de Martin. Ils sont d'accord de se mettre ensemble, de sortir ensemble. En sachant que Martin, toute sa famille est à Barbeti. Et elle, sa famille à Carnot. Ils sont bien libres à Bangui de se fréquenter comme ils veulent. Ils commencent leur vie amoureuse, ils apprennent à se connaître. Elle dit à Martin qu'elle est chrétienne. Il dit qu'il n'a pas de problème avec ça. Lui aussi, il est chrétien. Vous savez que tous les hommes disent qu'ils sont chrétiens, même quand ils ne sont pas pratiquants. Donc, Martin n'était pas un gros pratiquant. C'était un intellectuel. Un homme logique. Un homme qui croyait dans la science. Donc, il lui permettait à elle d'aller à l'église et de faire ce qu'elle voulait. Alors, par rapport au décès de Moïse, elle s'est dit que Martin n'y était pour rien et qu'il avait le droit de connaître la même fille qu'elle était, la fille dévouée à l'homme, la fille formée à aimer un homme, la fille qui devait prouver à un homme que c'était une femme, la fille soignée, la fille qui devait lui déclarer son amour à chaque coup, comme sa mère lui avait appris, que ce soit dans la nourriture, dans le lit, dans la conversation, dans quel que soit le cadre et quelle que soit l'occasion, tu dois être une femme, une vraie. Donc, elle a recommencé automatiquement à pratiquer ce que sa mère lui avait appris sur Martin. Et ça marchait. Martin est tombé amoureux. Eh bien, fou amoureux d'elle. Elle était très contente de ça et satisfaite. Donc, ça s'est passé très bien leur relation et allait assez vite. Ils ont fait une relation amoureuse de fiançailles pendant 2 ans. Pendant cette période-là, Martin l'a amenée à Barbeti, dans sa ville natale où vivaient ses parents. Quand elle arrive là-bas, elle dit... Au premier regard, la maman de Martin avait l'air limite scandalisée de la voir. Elle l'a senti et elle n'a pas su se retenir. Elle était surprise en fait de la voir avec son fils Martin. Donc elle ne comprend pas. Au retour, en chemin, dans la voiture, elle lui demande, alors dis-moi, comment tes parents appréhendent notre relation? Qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Il a rigolé, il dit, tu as impressionné ma mère. Il dit, oui, je sais justement, je veux savoir qu'est-ce qu'elle pense de moi, parce que son regard disait beaucoup. Elle dit, bon, ma mère, elle te trouve trop sophistiquée. Elle te trouve un peu fausse. Elle trouve que tu n'es pas naturelle. Elle ne te trouve pas une vraie femme. Elle pense que tu caches quelque chose ou tu en fais un peu trop. Elle dit, ah bon, au premier regard, elle dit, oui, c'est ça qu'elle m'a dit. Elle m'a dit d'être sûre d'être avec toi. Est-ce que tu étais le bon choix? Et je lui ai dit, à ce jour, je ne lui reproche de rien. Elle est très attentionnée. Je suis aux petits soins. Je ne sais pas si elle m'a cru, mais c'est ce qu'elle m'a dit. C'était un garçon assez franc. Et bon, j'ai compris. Et je n'étais pas surprise de ce qu'il m'avait dit parce que j'avais compris par son regard. On est retourné, ça veut dire que tous les va-et-vient qu'on a eu à faire, aller dans la ville de Barbeti voir ses parents, c'était un peu le même jugement. Donc ça ne s'est pas arrêté à sa mère. Ça s'est répandu dans ses sœurs, ses cousines, ses tantes, tout le monde qui me regardait, me trouvait un peu trop sophistiquée. Ils se sont permis de commencer à m'appeler Poupée Barbie. Ils ne m'appelaient pas comme ça officiellement en face, mais ils m'appelaient comme ça quand ils étaient entre eux. Alors je ne sais pas si c'était par moquerie ou c'était quoi. Donc je savais, j'étais au courant parce que c'est Martin qui me l'avait dit. Quand ils parlaient des poupées Barbie, c'était moi. En fait, ils insinuaient que je me prenais pour une poupée Barbie, je me maquillais, je faisais trop attention à moi, j'étais trop soignée. Mais c'est normal par rapport à elle. Moi, j'étais une fille formée. J'étais une fille qui pensait et qui savait que je devais être belle, propre, attirante. On n'était pas de la même cour. Ça, j'avais compris. Moi, j'étais une fille de ville. Donc, on a continué. Ils n'avaient pas le choix que d'accepter notre mariage. On s'est donc marié avec Martin, on s'est installé à Bangui, on a continué à travailler. À un moment, il a perdu ce travail-là de conseiller du ministre de Plan. Il a cherché autre chose. Il a commencé à faire des cours à l'université de Bangui. Il a commencé à se débrouiller. Moi, j'étais stable dans mon travail, tout allait bien. Et on avait ce style de vie. Malgré qu'on avait des enfants, malgré que la famille s'élargissait, j'étais toujours aux petits soins. Parce que c'était plus fort que moi. Je m'occupais de mon mari. À tel point que, après le boulot, quand les hommes ont tendance à aller boire des verres tout seuls, moi, mon mari venait me prendre. Il venait me prendre, soit il m'appelait, j'allais le rejoindre où il était avec ses amis. J'étais la seule femme mariée qui était assise avec mon mari et ses potes. Je le touchais, je caressais sa tête. Franchement, je faisais tout pour le rendre heureux. C'était ça ma devise, ma détermination.
Quand je n'étais pas avec lui, je lui faisais des plats. Je m'apprêtais. J'étais toujours maquillée. J'étais toujours prête en fait. Et je crois qu'il aimait ça. Au début, quand on a commencé à avoir des enfants, qu'on n'en avait que 2, quand il sortait avec moi, ses amis commençaient à trop me regarder. Et c'est là que, au lieu d'être fier, il a perdu confiance en lui. Parce qu'il y en avait des riches et des moins riches. Il y en avait des plus beaux et il y avait des moins beaux. Donc il a compris que ses amis m'appréciaient. Ses amis étaient impressionnés par la façon dont je le traitais. Il a décidé donc de commencer à me laisser à la maison. Attends-moi, les femmes mariées n'accompagnent pas leur mari, je reviendrai plus tôt et tout ça. J'ai compris. Mais par contre, quand il revenait à la maison, j'allumais la flamme. Parce que je me suis dit que si je ne suis plus avec lui, ils vont commencer à rencontrer des filles. Et ces filles-là, il y en a une qui peut voler ma place. Donc moi, à la maison, je l'attendais. Et du coup, quand il arrivait, je lui faisais des soirées. Je mettais la musique. Quand c'était les week-ends, je faisais tout pour qu'il ne sorte pas. Je faisais l'ambiance à la maison. Je cuisinais, je mettais la musique. Je me faisais belle, je me maquillais. J'étais comme si j'allais au boulot, mais je le faisais pour lui. J'étais toujours bien habillée. J'étais attirante. Et ça le marquait. Alors, plus il restait à la maison, plus il stressait. Plus il avait peur, il s'est rendu compte que quand j'allais travailler, je me maquillais pareil. Je m'habillais bien. Il a commencé à faire l'accent quand j'avais 4 enfants. Plus les années passaient, plus mon mari devenait jaloux. Plus il se me trouvait trop belle. Plus il me trouvait trop attirante. Pendant que j'avais toujours été comme ça. Mais je pense que c'était par rapport à l'influence de sa famille. Sa maman qui lui rabattait les oreilles que c'est pas possible qu'elle soit comme ça, c'est juste pas possible. Elle doit voir ailleurs. Elle est trop soignée, elle est trop belle. C'est trop beau pour être vrai. Une femme de foyer ne peut pas être comme ça. Elle joue un double jeu. Elle doit avoir une double vie. Elle le fait pour te berner l'esprit. Pendant que je le faisais parce que je l'aimais et j'avais été formée comme ça. On a donc évolué, on a eu 5 enfants, on les a élevés. Martin a reperdu son boulot, c'était compliqué. Il m'a donc demandé à ce qu'on déménage à Berberti, qu'on déménage à Berberati où vivaient ses parents parce que c'est là qu'il avait construit la maison familiale. On a donc déménagé parce que j'étais une femme soumise, une femme qui suivait mon mari, je n'avais pas de soucis. J'avais de l'expérience, il n'y avait pas d'inconvénient. Il n'y avait pas d'inconvénient parce que je savais que je pouvais trouver un autre emploi à Berberati. Donc quand on arrive là-bas, on s'installe dans notre maison familiale. Ça veut dire que la belle-mère et tout le reste de la famille sont dans la même ville que moi. On se rencontre au centre-ville, on se rencontre dans les restaurants, au marché, partout. La vie normale. Et là, alors, elles ont vraiment compris qui j'étais. Parce qu'elles voyaient mon look, mon style, mes coiffures. Tout le temps, j'ai changé. J'étais toujours maniaque, j'étais toujours belle. Et ça a commencé à les déranger. Elles ont commencé à m'appeler la femme au rouge à lèvres. Elle a toujours du rouge à lèvres. Tu vas chez elle à 7 h du matin, elle a les rouges peintes. Tu vas à 23 h, elle a du rouge à lèvres. C'est quoi cette femme? Tu vis avec une fausse femme. C'est pas possible qu'elle soit comme ça. Elle n'est pas naturelle. Elle cache quelque chose. Martin a commencé à être influencé par sa famille. Il a donc changé de comportement envers moi. Il a commencé à me dire que j'en faisais trop, pendant que j'avais toujours été comme ça. C'était juste inadmissible, je ne pouvais pas le tolérer. Ça a commencé à faire des prises de tête à la maison. Et il allait raconter ça à sa famille, que j'étais têtue, que je ne l'écoutais pas, que je n'en faisais qu'à ma tête, qu'effectivement, c'était pas normal, que je sois maquillée à 23 h. Quand il revenait du boulot, il me disait, va te démaquiller, pourquoi tu es habillée comme ça? Mets-moi une longue robe, mets-moi un truc qui ressemble à rien, tu es trop belle, pourquoi tu es sexy comme ça? On a des grands enfants, ils te voient, ils voient tes jambes, qu'est-ce que tu penses? Je suis ton mari, je sais que je suis à toi, t'as pas à t'inquiéter, t'as pas besoin de faire tout ça. Mais je sais que plus les années passaient, plus il perdait confiance en lui, plus il avait l'influence de sa famille. Or, la vérité est que je ne le faisais pas que pour lui, je le faisais déjà aussi pour moi. Vu que j'avais même décidé de faire un travail qui allait me permettre d'être belle, donc je ne voyais pas la raison pour laquelle j'allais être moche chez moi. Je ne voulais pas me regarder dans la glace chez moi et me trouver moche et sale. Donc j'ai refusé. Et ça a commencé à faire des prises de tête. Alors moi, je lui demandais, tu penses que je me fais belle à la maison pour qui? Si je te trompe comme tu le penses et que ta famille t'a mis ça dans la tête, donc je te trompe dans cette maison devant ces 5 enfants qui sont déjà tous plus qu'adolescents, en fait, ça n'avait pas de sens.
Il ne tolérait pas que je vive ma vie, que je me fasse ce plaisir-là. Ça n'allait plus du tout. C'était devenu compliqué. La belle-mère passait crier sur moi. Les belles-sœurs venaient crier sur moi. Tu fais mal à la tête à notre frère. Tu le stresses. Il perd confiance en lui. Il est malheureux à cause de toi. Madame rouge à lèvres. Madame élégance. Tu te prends pour qui? Tu vieillis. Tu as des pommettes de yeux. Tu es fatigué. Regarde-toi 2 fois. Tu rêves. Tu penses que tu es toujours jeune. J'avais toutes ces injures et mépris. J'ai pris sur moi parce que j'étais chrétienne, croyante et pratiquante. Et bien sûr qu'eux tous, ils ne pensaient pas à ça. Ils ne me croyaient même pas. Ils disaient que c'était de la mascarade. C'était pour amadouer Martin, que je faisais semblant, que j'avais sur moi une double vie. Une chrétienne ne pouvait pas être aussi belle comme ça, aussi soignée, parce que je n'étais pas sûre de moi en fait. Si j'étais chrétienne, pourquoi je le faisais? Pourquoi j'étais agitée? Pourquoi je n'étais pas sûre que Martin m'appartenait? En fait, on n'avait pas le même concept. On ne voyait pas la vie de la même façon. Et on ne pouvait pas changer ça en moi parce que moi, c'était ma devise et ma façon de vivre. Et comme le malheur n'arrive jamais seul, à Barberati, Martin a perdu son emploi. Il était mathématicien, certes, mais il n'était pas trop à la demande. Il s'est retrouvé coincé à la maison, sans boulot, et il n'y avait que moi qui travaillais. Donc, c'était encore plus dur pour moi parce que je devais m'habiller, me faire belle pour aller gagner mon pain. Il a décidé à commencer à donner des cours de mathématiques à domicile, à accompagner les élèves qui étaient en terminale, qui préparaient leur baccalauréat, juste pour arrondir les fins du mois. C'est vrai qu'on était propriétaire et que nos enfants allaient déjà à l'université. On n'avait pas besoin de beaucoup trop d'argent parce que moi, je travaillais et qu'on pouvait assurer la maison à 2. Déjà, avec ce qu'il faisait, c'était pas mal. Et à cette période-là, il a encore beaucoup perdu confiance en lui parce qu'il a commencé à se sentir inférieur à moi. Il trouvait que moi, j'étais trop belle, j'allais travailler, je me levais le matin, j'étais sapée et que lui, il pouvait partir à 15 h de l'après-midi, vu que c'était des cours supplémentaires, c'était des accompagnements. Ça ne demandait pas sa présence à 9 h du matin. C'était compliqué. Notre couple a commencé à sombrer. Avec tout ce qu'il y avait déjà qui venait de la belle famille, avec son comportement, je gardais mon moral, j'étais déterminée, j'étais catégorique dans ma décision, de ma façon de vivre, que personne ne pouvait m'imposer un autre mode de vie. Donc Martin est tombé malade. Quand il tombe malade, on commence à suivre des traitements, on va voir des médecins. Vu que sa mère vit dans la même ville que nous, elle est au courant le même jour, elle commence à suivre son fils, pendant que moi, je suis au travail. Donc, sa mère l'accompagne plus chez le médecin que moi. Je ne voyais pas l'utilité d'arrêter mon travail pour l'accompagner chez des médecins généralistes. Alors, le médecin généraliste lui a prescrit d'aller voir un psychologue. Il est parti voir ce psychologue avec sa mère. Donc, quand ils arrivent là-bas, ils discutent avec lui. Quand il termine, le psychologue a la bonne idée de dire à sa mère qu'il est mal dans sa peau par rapport déjà à la perte d'emploi et la frustration qu'il y a à la maison. La maman veut savoir laquelle. Il dit qu'il a senti un manque de confiance en lui, qu'il n'était pas sûr de sa relation avec moi, qu'il en souffrait un peu trop et que ça jouait sur lui. C'est qui l'affectait et qui lui créait toutes ces maladies qui étaient la tension, le stress, l'angoisse, la peur du lendemain. Le psychologue a tout raconté à sa mère. Donc, pour cette maman qui pensait déjà que je trompais son fils, que je n'étais pas une bonne femme, c'était la goutte de trop. Donc, quand elle revient, elle raconte déjà à toute la famille qu'ils viennent m'agresser verbalement, me faire des réflexions, crier sur moi. Vous imaginez bien une famille africaine qui est fâchée, qui vient chez toi parce qu'ils t'en veulent, d'avoir détruit la santé morale de leur frère. Donc, c'était juste une catastrophe pour moi. Je suis une fille des Carnot. Je n'avais personne à Barberati. Donc, j'étais seule, livrée à ma belle famille. J'ai tenu bon comme je pouvais. Ça allait de mal en pis. Il a eu beaucoup de stress. Il est vraiment tombé malade parce qu'il avait une autre maladie qu'on va taire ici. Donc, sa mère a donc décidé de le récupérer. Elle a pris mon mari. Elle l'a ramené chez elle. Il a laissé la maison où il y avait ses enfants. Est-ce que vous vous imaginez à quel point elle pouvait manipuler son fils? Donc, je me retrouve femme seule, sans mari.
qui vit chez sa maman. On a commencé à aller le visiter. Il a vécu comme ça chez sa maman pendant une période de 7 ans. Mes 2 premières filles se sont mariées. C'était tellement compliqué que je n'en pouvais plus. Je ne voyais plus l'utilité de vivre à Barberati parce que mon dernier fils avait eu son baccalauréat. Si je vivais dans cette ville-là, c'était parce que c'était sa ville natale où il avait sa famille. Alors, à quoi bon rester là-bas si je n'étais plus avec lui? Je lui ai dit, soit je rentre chez moi à Carnot, soit je retourne à Bangui. Il était malade, c'est vrai. Il perdait un peu la tête, c'est vrai. Et par moments, il était consciencieux. Il souffrait de fortes hypertensions et d'angoisse. Et ces angoisses le ramenaient à délirer. Donc, il y avait des moments où il sortait pieds nus de chez sa mère et il marchait comme ça dans la rue. Et tout le monde disait que c'est un mathématicien. C'est un enseignant de mathématiques, un monsieur très intelligent qui ne se rend plus compte. Il perdait la tête comme ça, il mettait la chemise à l'envers. En fait, il était malade. Il avait besoin d'un suivi, mais il était suivi par une grand-mère, une dame fatiguée et villageoise. Elle m'a dépouillé, elle m'a arraché mon mari. C'était très compliqué pour moi, en sachant que toute la belle famille venait rôder autour de ma maison, en me rappelant que c'est la maison de leur frère. Donc le message était clair, que s'il lui arrivait quelque chose aujourd'hui, tu allais dehors avec tes enfants. Alors pourquoi attendre si je n'avais rien et que c'était dans leur ville? J'ai donc décidé de retourner à Bangui. J'ai cherché un travail dans la ville de Bangui que j'ai trouvé. J'ai trouvé un logement. Je suis venue déménager mes enfants, qui étaient tous déjà grands. Il y en avait qui étaient sur le point de se marier. Donc j'ai aménagé à Bangui avec les 2 derniers. Les 3 autres qui étaient déjà à l'université, c'était des filles qui étaient engagées, qui avaient des fiancés à Barberati même, que leurs grands-parents connaissaient. Alors là, la belle famille a dit que j'étais vraiment une femme libre, que je l'avais abandonnée, que j'étais partie faire ma vie. J'étais trop belle pour lui. En fait, c'était juste pas possible que je sois une vraie femme. Pendant que mon plan était de bien m'installer à Bangui et de les récupérer. J'ai donc utilisé une de mes filles, avec qui il discutait beaucoup, à qui il avait confiance, qui allait beaucoup le voir, le visiter chez sa grand-mère, qui était fiancée à un garçon que lui appréciait beaucoup, vu que la tête revenait de temps en temps. Je lui ai dit qu'on va aller voir ton père et lui dire que le Premier ministre a organisé une conférence pour recruter toutes les anciennes personnes qui ont travaillé dans le ministère, qui ont tel diplôme, qui ont telle expérience, en fait, les cases que lui remplissait, pour leur proposer un poste puissant, un grand poste à Bangui. Comme je savais qu'il avait la pression du travail aussi, j'étais sûre qu'il allait être partant. Donc sa fille va le voir, elle lui dit que maman m'a dit ça, Maman viendra ce week-end. Tu ne dis à personne. Il était hyper motivé, qu'il n'a pas piqué des cris cette semaine-là. Je suis donc venue un vendredi matin parce que ma fille était là-bas et ça a permis à la grand-mère de sortir. Elle restait garder son fils malade qui était mon mari. Donc ma fille lui a promis de garder son papa pour qu'elle aille faire une course. Et moi, je suis venue de Bangui. Il savait que je venais parce que quand il ne délirait pas et qu'il me voyait, il prenait le parti de sa mère. Il était contre moi. On lui avait fait un lavage de cerveau. Donc quand il me voit, il est surexcité, il est content de me suivre parce qu'il pense qu'il va avec moi à Bangui pour travailler. Il accepte de monter dans ma voiture, on démarre, on rentre jusqu'à Bangui. Quand on arrive à Bangui, je l'amène directement à l'hôpital. Il n'a rien compris. Je lui ai dit qu'il allait faire un dernier test pour être sûr qu'il pouvait rencontrer le ministre. Et quand il arrive là-bas, on l'a interné. En fait, j'ai piégé mon mari pour le récupérer. Parce qu'à Bangui, on avait des amis, on connaissait les intellectuels et il y avait les soins appropriés. C'était mieux que rester dans la cage de sa mère, à ne rien faire, à m'insulter et à dramatiser sa situation toute la journée. Donc, quand la belle famille a appris que j'avais récupéré mon mari de force, que je l'avais volé en fait, c'est le terme qu'ils avaient utilisé, ils étaient tous dressés contre moi. Ils sont descendus à Bangui avec la sœur de la maman, donc la tante qui était soi-disant un peu riche de leur famille, pour venir me voir. Donc ils viennent à l'hôpital où je passe mes journées à prier avec lui, à lui parler, à lui rassurer. Et comme on avait ce style de vie, où moi je l'allumais, où je le rassurais, je lui montrais que je l'aimais, j'essayais de faire ça à l'hôpital. Par malheur pour moi, le jour que la tante vient,
Elle me trouve dans sa chambre avec lui. J'avais allumé mon téléphone sur lequel je jouais de la musique. De la musique mondaine, de la musique pour laquelle je chantais, pour le raviver un peu, le réveiller, le remettre dans une atmosphère positive parce qu'il avait des problèmes de tête. Et donc, quand elle arrive, elle me trouve en train de jouer cette musique-là. Oh mon Dieu! Voilà la pute. Voilà la prostituée. Tu as un mari malade. Et tout ce que tu trouves à faire, c'est de lui jouer de la musique mondaine. Qu'est-ce que tu attends? Soulève tes habits et danse. Danse pour lui, allume-le. Parce que c'est tout ce que tu sais faire. Elle a crié sur moi. Elle m'a humiliée devant tout le monde, les infirmières, les gens qui passaient. Vous voyez un peu la villageoise qui arrive en ville et qui se permet de crier. Alors quand ça crie tellement fort que ça dérange les voisins de chambre. J'étais humiliée. J'ai juste pris mon sac et mon téléphone. Je suis sortie la tête basse. Ça, c'était la goutte de trop. Ils étaient tous sur mon territoire, ils étaient là, ils ont essayé de le faire partir de l'hôpital. Les médecins étaient catégoriques parce qu'il avait des traitements à suivre. Ça veut dire qu'ils sont restés à Bangui, ils se sont imposés à venir vivre chez moi parce qu'ils ne pouvaient pas payer l'hôtel. Donc je me suis retrouvée avec ma belle-mère, une de ses sœurs et 2 de ses cousines dans ma maison. 4 femmes. J'étais l'épouse, je n'avais rien à dire. Parce que, il disait, que si je me considérais sa femme, ça veut dire que cette maison-là était à lui. Donc, c'était chez lui. Ils avaient le droit d'habiter, c'était chez leur frère. Pendant que c'est moi qui payais le loyer. La maison de leur frère était restée à Barbérati. En tant que chrétienne, j'ai tout gobé. J'ai tout accepté. Pourquoi? Parce que je m'étais basée sur le psaume 91, verset 15, qui me donnait la force. Je me disais, dans la détresse, je ne suis pas seule. Je suis chrétienne, j'essaye juste de préserver mon mariage, de protéger mon mari. On a continué comme ça. Ça n'a pas été pour lui. Il est vraiment tombé malade parce qu'il souffrait d'une autre maladie qui l'a amené à la mort. Alors vous imaginez bien que quand il est décédé, bien sûr que c'était par ma faute. C'était moi qui l'avais isolé, qui l'avais ramené à Bangui pour lui donner à mes amis et copains médecins pour l'achever. C'est ça qui s'est raconté. J'étais tellement en insécurité que j'avais peur d'aller à l'enterrement de mon mari. J'étais donc obligée de faire venir ma famille. J'ai essayé de faire venir mes proches pour qu'ils m'accompagnent enterrer mon mari. J'ai eu du renfort. On est retourné à Barbérati pour l'enterrer parce que c'était là qu'il était né, qu'il avait sa maison, qu'il avait sa famille. Je n'avais rien à dire. Donc je les ai suivis. Et pour la mémoire de mon mari et les qualités que j'avais et que je lui avais offert toute la vie, j'avais donc décidé de me faire belle le jour de l'enterrement. Alors je suis arrivée toute belle, maquillée, bien habillée, décemment, pour le représenter. Représenter ce qu'il a aimé toute sa vie, qui était moi, qui étaient mes valeurs, mes qualités. Qu'il aimait ça, mais qu'il était embrouillé et détourné de ses valeurs par sa famille. Donc je suis allée à l'enterrement maquillée avec du rouge à lèvres. Je me suis affirmée jusqu'à la fin parce que je voulais l'honorer et c'était ma façon de lui faire un clin d'œil, de lui dire j'étais aimée comme j'étais jusqu'à la fin. C'était juste scandaleux, vous imaginez bien, que je n'avais rien à récupérer dans cette famille-là. La maison, elle était à eux. Ils ont tout pris, ils ont fait tous les problèmes qu'ils voulaient. Je suis sortie tête haute de ce mariage-là parce que de toute façon, je n'espérais rien d'eux. Je suis retournée à Bangui, c'était déjà chez moi. On a coupé contact parce qu'on ne se devait rien. J'étais appelée prostituée, j'étais appelée tous les mauvais noms qu'ils voulaient, ils disaient ce qu'ils voulaient. J'avais mon travail à Bangui, donc j'ai continué ma vie et j'avais l'âge de 53 ans. Mes enfants s'est mariés à cette époque-là. J'étais déjà grand-mère. J'ai pris la vie du bon côté. J'ai fait mon deuil. Je m'étais donné 3 ans pour pleurer parce que j'étais à mon 2e veuvage. En sachant que j'avais perdu Moïse quand j'étais universitaire. Et là, j'avais perdu le 2e mari. Ça me pesait, ça me faisait mal. Mais j'ai gardé la positivité et l'espoir de vivre. En me disant qu'en étant chrétienne, on a l'espoir. Que tout ce que Dieu fait est bon. C'est une nouvelle vie qui s'offre à moi, une nouvelle chance. Avec mes qualités, des femmes, des belles femmes, à l'âge de 57 ans, j'ai rencontré l'amour. J'ai rencontré un veuf, un monsieur qui était veuf depuis l'âge de 48 ans, qui avait eu le temps de s'amuser, d'échanger les femmes.
et qui avait compris que ça ne servait à rien, il avait besoin de se poser. Effectivement, il est tombé sur moi, une coquette, une mignonne, une go, une belle fille. Donc quand j'avais compris qu'il me plaisait, le naturel est ressorti de moi. Je me suis dit, il n'a pas à payer de ce que les deux ont perdu. C'est toujours moi. Je suis toujours la même femme. La fille formée, la vraie, la coquine, la belle femme. Ça n'a pas d'âge. En fait, ça fait partie de mon éducation. Ça fait partie de mon caractère. Donc, j'ai offert à Adhémar tous les plaisirs de jeunesse que Moïse avait eu et que Martin avait eu. On s'est mariés quand j'avais l'âge de 60 ans parce que c'était significatif. C'était une façon de montrer que c'était encore possible, qu'on pouvait recommencer et refaire sa vie. Je me suis remariée à 60 ans. Avec lui, j'ai accueilli mes 6 petits-enfants, mes enfants qui m'ont honorée en ayant des enfants. Mes enfants se sont bien mariés dans leur famille paternelle. Je n'avais rien à voir. Vu que je m'étais remariée, c'était le scandale. En fait, pour eux, je m'étais remariée avec un de mes copains. C'était évident que je rencontre l'amour. J'étais une femme légère. J'étais une femme fausse. C'était juste pas possible. Alors, à leur grosse surprise, ils sont étonnés de savoir et de voir que je suis toujours aussi coquette. La façon dont je vis avec Adhémar est que plus l'âge avance, plus on se rend compte qu'on est belle, qu'on est jolie, qu'on est mignonne. Donc avec lui, quand je suis devant lui, je me comporte comme sa go, comme sa chick. I'm a girl. Quand il me parle, il m'appelle girl. Quand je parle de moi, je dis les filles comme moi. Je ne dis pas les femmes comme moi parce que l'amour, ça se vit. L'amour, ça se ravive. L'amour, ça se fleurit. L'amour, ça se fait vivre. C'est une décision intérieure. Avec lui, on s'appelle chérie. Je lui ai dit de m'appeler Bebs. Il m'appelle Bé, comme une petite fille, comme une jeune fille. Parce que l'amour est neuf. L'amour est jeune. Je le connais, ça fait que 11 ans. Donc notre amour est nouveau. Il faut le faire vivre. Il faut l'arroser. Je vis avec Adhémar comme je vivais avec Moïse et comme j'ai toujours vécu avec Martin. Et je me sens heureuse. Je ne sens pas de vide. Je ne sens pas de différence parce que ce n'est pas à lui de vivre mon visage. Parce que ce n'est pas à lui de vivre mon veuvage, de payer pour les autres, de me vivre stressée, aigrie, fatiguée, fausse, lui faire vivre tous les traumatismes que j'ai reçus dans mon ex-belle famille. Il m'offre une nouvelle vie, une nouvelle chance, un nouveau bonheur. Je dois rester moi, je dois rester vraie, je dois rester femme. Rester la belle, la propre, la coquette, la sexy, la viveuse et l'amoureuse. C'est les valeurs que je porte et que j'offre à mon mari avec qui j'espère et souhaite finir la vie. Cette histoire a été partagée sur cette chaîne pour motiver une femme, pour encourager une femme à continuer à vivre. Quelles que soient les conséquences, quel que soit le temps, quel que soit ce qu'on a vécu, on est nous, on reste soi, on reste la même personne. On ne change parce qu'on le décide. La plupart du temps, on change pour faire plaisir aux autres, pour montrer aux autres que j'ai grandi, je suis devenue maman, je suis devenue vieille. C'est pour les autres, ce n'est pas pour nous, parce que nous sommes toujours nous. On est ce qu'on est depuis l'enfance. On se bonifie, c'est vrai, mais c'est toujours nous. C'est une décision et une façon de percevoir la vie. Alors, on le prend ou pas. Cette histoire m'a tellement plu que j'ai décidé de la partager parce que j'ai aimé la positivité de cette dame qui, à son âge de 68 ans, elle est toujours jeune et fraîche et belle dans sa tête. Elle est en mini-jupe, comme vous pouvez voir, parce qu'elle trouve qu'elle est sexy, parce qu'elle trouve qu'elle doit allumer son mari, qui a plus de 72 ans, avec qui elle est en train de finir sa vie, c'est qu'on lui souhaite. Merci à vous tous qui avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, en espérant que vous en avez tiré une leçon, une motivation, une perception de la vie différente que peut-être que celle que vous avez. Merci pour vos commentaires d'avance, en espérant les lire multiples au bas de la vidéo, comme vous le faites si bien d'habitude. Restez branchés et connectés sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Bye. Bino baye bozali kolanda biso esika bozwami tozali bongo awa na kati ya RDC précisément na ville province de Kinshasa awa na Bibwa esika wapi bazali koteka ba terrain 20 sur 20 na 4000 €. 4000 €, mais okosomba yango cash te.
Oko futa ngo paiement en série. Ne bino bata diaspora bolobaka. Dans le mois, ko ba no futa bon 400 euros et ko ka 10 mois ko ça 4000 euros aux terrain na yo. Il y a plus de 33 hectares et ça bon awa. Bande ko bazali na yango, vous en a posé à terrain, contactez maman Kabibi, vous a beaucoup plus de précisions. Au bing na numéro wana maman Kabibi, a repé sabino ba détail nyonso na ba yeba na posé ko zo terrain awa na kati ya Bibwa. Naïbi qui terrain comme pétrole à Wanakati à Congo, mais ça chance va peut-être cette opportunité à saisir. Aux en a 4000 euros na yo au sombi mais au foot en cacheté. Et ça cadeau, maman a pesi bino ba bazana posé à terrain. Référence ezali sénateur Mabaya. Baye bayebi Bibwa bayebi sénateur Mabaya des références à Okoma awa. Na bag na bino na prince kobanda makadam ti Okoma awa 30 minutes au commissaire Tozali peut aussi terrain na yo. Donc na commissaire un message pour lobby on le batté Aïdor au betaki li solo te. To beteli bino li solo. Chance tikali na ngambo na bino. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, viva l'été, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous. Oh maman Kabibi, moi si à Mayele, maman Kabibi, maman Yama Solo, maman Kabibi, la chaîne est actuelle, maman Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Maman Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele Amboka, chez Maman Kabibi. Moi si Kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe, la team Kabibi Show TV, Benele ya Moka, Topesi Olongonia, Kabibi Show. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV, toyoki na matoi tomoni na miso tondimi, tobekeli yoma oko la team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement. Bonjour, Bisso Association et Maman Kabibi Show, la team, encore une fois. Sa maman dans l'hôpital alors tu fous tes factures tu remettre déjà maman yo bazo bomsele bébé déjà maman Judith tu payes sur facture au lobanini na maman Kabibi na latine en tout cas et belé à koloba pour na maman Zali na pesi maman Kabibi merci beaucoup vraiment merci
parce que banda na boti na hôpital awa lisungi eza te namonaki ndenge nini na obima maternité te namonaki bato ya ONG ya mama Kabibi bayaki basolicite nga nasololi na bango en tout cas balakaki nga balobi nde toke kosolola na mama tokozonga après pe quelques mois namoni bazongi bafuteli nga facture lelo nazobima maternité na bébé na nga en tout cas nasepeli makasi ya koloba mingi eza te mama nzambe amona yo mwana wana nakotia ye ndoi na yo aza mwana mwasi nakopesa yo kombo na oyo osali mpo na ngai merci. Merci beaucoup. Tosepeli biso tokei tokoya lisusu na fin du mois nde kaka tosalaka. Bye bye. Oui, mama Kabibi toyaki na hôpital tobimisi mama oyo akangamaki pendant 2 mois yango tosali action tobimisi ye yango tolingi to remercier na nyonso osali mpona mama wana action ezalaka kaka nzambe apambola yo napesi mpe mama na bi. Bonjour mama Kabibi tosepeli makasi mama opa sepeli merci beaucoup nakunde nazabe baminasa yange pa bakuluna banaza na bashoki bazoksi ngai nayeka na makasi merci beaucoup mama Kabibi. Merci maman Kabibi nous continuer kosunga ba jeune mère oyo bazokanga na hôpital to sengi association na yo merci vraiment nzamba pambola yo et que au continuer au kindara toujours liboso comme tu le fais toujours pour les autres et que Dieu a bâti cela encore plus et belé encore merci beaucoup.